Petit avertissement avant que la vidéo ne commence, cette semaine je parle d'un film d'horreur, et même si je vais essayer de montrer le moins de contenu dérangeant possible, les personnes les plus sensibles seront peut-être quand même un peu dérangées par ce que je vais montrer. Vous êtes prévenus, mais quand même restez calme, je vais faire au maximum pour montrer le moins de passages gore ou violents, même si le film dont je vais parler n'en possède quasiment aucun. Salut à tous et bienvenue dans la caverne. Cette semaine, on remonte le temps pour parler d'un vieux film d'horreur, Black Christmas. Black Christmas est un film d'horreur canadien réalisé par Bob Clark et sorti en 1974. Le film s'ouvre sur la magnifique résidence de la sororité Pi Kappa C, où un plan en vue subjective nous met dans la peau d'une personne grimpant à la façade pour entrer discrètement dans le grenier, et descendant ensuite dans la résidence par la trappe qui mène à ce dernier. On fait ensuite la connaissance des étudiantes qui sont restées sur le campus pour les vacances de Noël et qui se retrouvent toutes rassemblées autour de Jess lorsque cette dernière reçoit un coup de fil très dérangeant. Qui ne semble d'ailleurs pas être le premier puisque finalement elles ont déjà donné un surnom à leur interlocuteur qu'elles appellent le gémisseur. Et c'est après un va-et-vient, surtout avec Barb, la plus téméraire des étudiantes de la résidence, avec un langage très bien fourni que clairement je peux pas vous passer sur YouTube, que le coup de fil va se terminer sur des mots qui semblent bien trop secs pour le gémisseur. Finalement, cette menace va vite se transformer en promesse quand Claire, qui s'isole dans sa chambre pour préparer ses valises, découvre une personne cachée dans son placard et est tuée, suffoquée par une housse en plastique, le tueur traînant ensuite son cadavre dans le grenier. Personne ne se rend compte de cette disparition et c'est seulement le lendemain, quand le père de Claire se rend compte qu'elle n'est pas venue le rejoindre à la gare pour partir pour les vacances, qu'il décide de directement aller à la résidence pour la retrouver. Il y fait la connaissance de Madame McHenry, donc la gérante de la résidence, qui est une femme joyeuse, très joyeuse, au langage très fourni, et décidément pleine de ressources. Ah oui, d'accord, oui, vraiment pleine de ressources. Le père de Claire n'étant pas très fan de la décoration de la résidence, ni d'ailleurs du fait que Claire a fait apparemment un petit copain, il décide de se rendre directement au commissariat de police, avec l'aide de Barb, mais aussi de Phil, une autre des pensionnaires. Au même moment, on retrouve Jess, qui va voir son petit ami Peter pour lui annoncer qu'elle est enceinte, mais qu'elle compte avorter. Peter prend la nouvelle... Bon, comme un connard, quoi, et finalement Jess part clairement agacée. Et c'est en rentrant à la résidence de la sororité que Jess va recevoir un nouveau coup de fil du gémisseur, toujours aussi flippant, et pour ceux qui dorment un peu au fond de la salle, on va vite comprendre maintenant que le tueur et la personne qui parle en ce moment au bout du fil ne sont qu'une seule et même personne. Même si clairement, avec tous les bruits qu'on entend, pas sûr qu'il soit tout seul au bout du fil. C'est d'ailleurs durant ce coup de fil que le tueur va prononcer pour la première fois Billy. Et en fait, ça deviendra son nom semi-officiel, parce que le personnage n'est pas crédité au générique, donc les gens l'ont appelé Billy par défaut, puisque c'est le prénom qu'il répète le plus pendant les coups de téléphone, même si c'est jamais vérifié que ce soit bien un Billy ou pas. Mais de retour au commissariat, les flics, ils font leur travail de policier dans un film d'horreur, c'est-à-dire que par exemple, là, le sergent Nash explique au père de Claire que dans 90% des cas, une fille portée disparue, elle est juste quelque part dans une cabane avec un mec. Et c'est finalement quand Jess va rencontrer le petit ami de Claire pour lui demander s'il l'a pas vu depuis la veille, que celui-ci va se rendre compte qu'on le prend pour un con et va descendre foudrage au commissariat pour clairement mettre les points sur les i. Et avec tout le monde maintenant au commissariat, on va faire la rencontre du lieutenant Fuller, qui semble déjà bien plus concerné par la disparition de Claire que le sergent Nash, surtout qu'il vient de prendre la déposition d'une femme dont la fille de 13 ans a également disparu, et il décide donc de monter une battue pour essayer de retrouver les deux filles qui sont portées disparues. De retour à la résidence... Oui, je sais, je saute un peu partout avec ce résumé, mais le film me m'aide pas beaucoup, les transitions sont bizarres. Donc, de retour à la résidence... Madame McHenry, seule, en attendant que les filles rentrent de la battue et surtout que son taxi arrive pour partir en vacances,
est alertée par les miaulements de son chat, qu'elle ne trouve pas. Elle décide donc d'aller le déloger de là où il est coincé, et comme toute personne qui a un chat le sait, c'est forcément au pire moment possible que votre chat est au pire endroit possible, puisque cet idiot de félin se retrouve en fait dans le grenier en train de traîner avec le cadavre de Claire, c'est pas très très beau. Pas découragé, finalement sans aucune idée de ce qui se passe vraiment dans la sororité, Madame McHenry monte dans le grenier, enfin elle se retrouve surtout coincée dans l'échelle, et c'est au moment où elle découvre le cadavre de Claire que le tueur lui jette un crochet au visage qui la tue sur le coup et qui remonte son cadavre dans le grenier. En même temps, elle aurait peut-être pas dû remettre à demain le rangement de ce grenier, parce que sans deck qui garde un crochet digne d'un voilier du XVIIe siècle dans son grenier. En tout cas, le tueur, lui, il décide de réarranger lui-même tous les meubles, dans un accès de colère, joie, bon, on va dire folie, et on revient finalement, encore une transition bizarre, à la battue qui, hélas, porte ses fruits quand le corps de la jeune fille de 13 ans est retrouvé. Heureusement, le film laisse cette mort et le cadavre hors champ, Dieu merci, même si on va quand même avoir notre petit moment dérangeant lorsque le tueur porte un nouveau coup de fil, comme après chaque victime, puisque le premier coup de fil qu'il avait fait était pour le meurtre de la jeune fille. Maintenant, on a un coup de fil pour le meurtre de Madame McHenry. Et c'est finalement encore Jess qui va décrocher le combiné et qui va se retrouver bien tourmentée par ce qu'elle apprend. Surtout qu'un malheur n'arrivant jamais seul, c'est l'heure pour ce gros alpha de Peter de débarquer, bien décidé à convaincre Jess de garder son bébé. Ce que, évidemment, elle refuse. Et là, on a le droit à une fausse piste comme on en fait autant dans ces whodunit. Peter va lui sortir un parfait... You're gonna be very sorry. Et c'est quand le lieutenant Fuller va être mis au courant des coups de téléphone liés aux disparitions qu'il va devoir faire un petit peu plus et il va se rendre directement à la sororité pour mettre le téléphone sur écoute. Vous savez, le truc classique du oui, et quand on vous appelle, il faut vraiment qu'il reste longtemps au téléphone pour qu'on puisse le traquer parce que le système est un peu lent. Et finalement, après avoir tué Barbara qui dormait dans sa chambre, dans l'un des plans les plus mémorables du film, le tueur va repasser encore un coup de fil à Jess, mais hélas, l'appel est trop court et la police n'arrive pas à le tracer, quel dommage. Mais l'appel va beaucoup troubler Jess, qui va entendre Billy redire mot pour mot ce que Peter lui avait dit quelques minutes auparavant. You're talking about killing a baby as though you were having a wart removed. Just like having a wart removed. Ce qui n'arrange pas son cas, d'autant plus que Peter appelle juste après, complètement en larmes, qui prie Jess de ne pas tuer le bébé et de changer d'avis. Mais encore une fois, l'appel est trop court pour savoir exactement de où Peter appelle. Phil et Jess, les deux dernières survivantes de Pika passé, qui ne le savent pas encore d'ailleurs, finalement se rendent compte après avoir été dérangées par deux participants de la battue qu'aucune des portes ni des fenêtres de la résidence ne sont verrouillées, et elles décident donc de se séparer et d'aller verrouiller tout ce qu'elles peuvent verrouiller pour réparer cette erreur. Hélas, en rentrant dans la chambre de Barbara, la porte se ferme violemment derrière Phil, et un coup de fil qui survient juste après confirme évidemment nos craintes, mais cette fois-ci, la police arrive à donner l'adresse et confirme ce que nous on sait depuis le début finalement. L'appel vient de l'intérieur de la maison, dans une scène qui capture extrêmement bien la peur sur le visage de Jess. Jess, the caller is in the house. The calls are coming from the house. Jess! Jess, get up! And don't go up there. Alors évidemment, Jess, en bon personnage de film d'horreur, appelle dans une scène vraiment prenante Barb et Phil et priant de lui répondre. Évidemment, elles répondent pas, puisqu'on le sait nous, mais elles sont toutes les deux mortes. Et elle va prendre son courage à deux mains, s'armer d'un tisonnier et s'aventurer à l'étage. C'est en rentrant dans la chambre de Barb qu'elle découvre la triste vérité, elle découvre évidemment les cadavres de ses deux amis, et elle aperçoit surtout dans l'encadrure de la porte la silhouette du tueur, dans un plan encore très iconique, vous remarquerez que ça fait 2 fois qu'on voit le tueur uniquement par son œil d'ailleurs. Jess, après cette vision, s'enfuit, et après une très courte course-poursuite, se retrouve enfermée dans le sous-sol. Complètement tétanisée finalement, elle observe alors qu'une ombre rôde autour de la maison. Alors évidemment, il y a un petit peu de suspense, on sait pas qui ça peut être, et là on se rend compte que finalement c'est Peter qui est revenu à la sororité. Mais bon, ce dernier, en tout imbécile qui se respecte, brise la vitre du sous-sol, et s'approche lentement de la femme armée et visiblement terrifiée, finalement faisant écho à la scène du meurtre de Claire d'ailleurs.
Et vous vous doutez bien de la suite, hein, quand on revoit Jess et Peter, c'est quand la police arrive et elle ne peut que constater que Jess a effectivement tué Peter et elle ouvre lentement les yeux après être sûrement sortie de son état de choc. Le lieutenant Fuller remet Jess au lit, se félicite d'avoir, je cite, toujours su que c'était ce gamin, et finalement laisse Jess seule dans sa chambre avec un de ses hommes dehors, avant de partir pour aller se débarrasser de quelques journalistes qui sont venus se saisir de l'affaire. Mais une voix provenant du grenier nous fait comprendre que Peter n'était pas le tueur et que le sort de Jess est plus qu'incertain. Finalement, le film se termine sur un plan de la maison, le corps de Claire toujours dans le grenier à peine visible, parce que finalement, qui fout une scène de crime après un triple homicide ? En fait, au vu des nombreux problèmes de rythme et de certaines incohérences qu'on trouve dans Black Christmas, je comprends l'accueil mitigé qu'il a reçu à sa sortie en 74. Mais je peux pas m'empêcher d'être admiratif devant toutes les autres qualités que le film possède. Pour un film d'horreur à petit budget comme celui-ci, c'est-à-dire quelque chose qui a moins de 1 million de dollars de budget, faut admettre quand même que le film est très généreux en environnements divers, et que même si la majeure partie de l'intrigue se déroule dans cette magnifique maison des pics à passer, le film n'a pas peur de déplacer l'action là où c'est nécessaire, ce qui permet d'ancrer d'abord le récit dans le réel, et aussi de donner un vrai monde dans lequel les personnages évoluent. Personnages qui sont d'ailleurs très attachants, avec des vrais traits de personnalité qui les rend instantanément intéressants, et surtout avec l'un des points forts du film qui avait déjà été publicité à l'époque, c'est ce côté très féministe, avec beaucoup de personnages masculins assez en retrait, et des personnages féminins très forts et très complexes, qui ne sont pas seulement des archétypes. Je veux dire, le film montre quand même une héroïne voulant avorter, et le posant comme quelque chose qui est son choix et qui n'est pas vraiment un gros problème, alors que le film est sorti seulement 1 an après la décision Roe versus Wade, qui est une décision de justice américaine, qui a été à l'origine d'un débat extrêmement houleux et finalement de la légalisation du droit à l'avortement aux États-Unis. Et le film jongle aussi parfaitement entre ces thèmes, alternant d'abord des moments de réflexion sur des problèmes de société comme ici, des moments de pur suspense extrêmement intenses, et des points d'humour qui viennent souvent relâcher la pression quand même dans un film qui sinon serait très anxiogène, avec notamment cette blague que Barbara fait au sergent Nash quand il lui demande le numéro de la résidence des pics à passer. It's fellatio 20880. Fellatio. It's a new exchange, FE. Une amorce de blague qui trouvera finalement son payoff quelques dizaines de minutes plus tard, et là, grand merci à l'acteur dans le fond, parce que son rire rend la scène encore plus parfaite. Sergeant Nash, could I speak to you for a minute? Yeah, sure, Lieutenant. What's this? Well, that's the number at the sorority house. Fellatio? Yeah, it's a new exchange, FE. No exchange? Yeah, Felicia. One of the girls that was in this afternoon gave it to me. She gave it to you. Et vous remarquerez que je parle de suspense et non d'horreur, puisque comme je le disais en début de vidéo, du fait de son époque et de son manque de budget, le film ne dispose pas vraiment des moyens nécessaires pour montrer de la violence qu'on dit graphique. Alors là, vous oubliez les meurtres ultra-violents, les décapitations et autres trucs que vous trouvez dans les productions plus récentes. Ici, tous les meurtres sont en hors-champ ou avec des habiles méthodes de montage, puisque de toute façon, les seuls effets de maquillage qui sont assez rares sont très peu convaincants. Et en fait, l'imagination du spectateur étant bien plus efficace qu'un effet un peu moisi fait sur le tas, vous retrouvez souvent dans les films de cette époque, avec ce budget-là, cette technique de couper au moment de l'impact ou des choses comme ça pour laisser le hors-champ travailler dans l'esprit des spectateurs et ne pas avoir à faire des effets. De toute façon, le film ne pourrait pas les rendre proprement à l'image. Mais s'il y a bien quelque chose qui a fait rentrer Black Christmas dans l'histoire, en fait, c'est ce scénario qui est très particulier et qui peut sembler extrêmement cliché aujourd'hui, mais qui avait fait forte impression à l'époque. Vous savez, ce tueur mystérieux qui se prend un groupe de jeunes adultes.
En fait, le film inspirera surtout un réalisateur qui allait, 4 ans après la sortie du film, sortir lui-même un film reprenant les éléments principaux de l'intrigue de Black Christmas. Et oui, parce que si aujourd'hui le Halloween de John Carpenter sorti en 78 est considéré comme le film qui a démocratisé le genre du slasher, il est bel et bien inspiré de Black Christmas. Déjà dans les grandes lignes, avec ce tueur mystérieux, des intentions extrêmement malsaines, et qui assassine un à un les membres d'un groupe de jeunes adultes. Mais avec aussi déjà à l'époque la présence de la Final Girl, donc c'est un cliché, de la dernière personne survivante du groupe, qui est quasi toujours de sexe féminin, et qui va découvrir déjà les cadavres de ses potes, et aussi les agissements du tueur avant la confrontation finale. Et finalement, ça c'est quelque chose qu'on voit dans Black Christmas avec le personnage de Jess, et qu'on retrouvera dans Halloween avec le personnage de Laurie Strode. D'ailleurs, Carpenter s'inspire encore plus de Black Christmas que les autres slashers s'inspireront de Halloween après, parce qu'il va reprendre certaines idées de mise en scène, comme cette scène d'ouverture en vue subjective, qui est prise du point de vue du tueur. Mais bon, sur le coup, il est pas tout seul, puisque quand Wes Craven en 96 va sortir Scream et redémarrer l'âge d'or des films d'horreur, il va aussi s'inspirer de Black Christmas en reprenant cet aspect du tueur qui harcèle ses victimes au téléphone. Et là, je vois déjà les puristes me casser les dents. Eh ben c'est Psychose de Hitchcock, la vraie inspiration des premiers slashers, ou les encore plus puristes me dire « Non mais c'est les Giallo Italia, la vraie source d'inspiration du genre !» Et alors peut-être qu'ils auront raison, mais en tout cas quand Halloween sort en 78, c'est bel et bien car Carpenter est fan de Black Christmas. Je veux dire, dans une interview de 2005, Bob Clark raconte comment à l'époque Carpenter lui aurait demandé qu'est-ce qu'il imaginait pour une suite à Black Christmas, même si finalement elle n'était jamais vouée à sortir, puisque Bob Clark avait dit avoir fait le tour du genre. Et Bob Clark, du coup, aurait proposé à Carpenter la suite de Black Christmas qui aurait été le tueur s'est fait arrêter, placé en hôpital psychiatrique, mais il s'échappe et retourne à la résidence pour recommencer sa série de meurtres. Ça vous dit rien ? Alors non, Carpenter n'a pas tout pompé sur les idées de Clark, et puis de toute façon, comme Disney nous l'a appris, et comme le dit si bien le joueur du grenier... Mais rappelez-vous, la loi dit que si vous avez plus de succès que l'œuvre originale, ça n'est pas du plagiat. Mais bon, blague à part, finalement, Clark ne s'est jamais vraiment plaint de l'inspiration que Carpenter avait tirée de son film. Parce que sinon, on peut aussi se plaindre du fait que Clark lui-même s'inspire des plans à split dioptrique, comme on en voyait beaucoup dans les années 70, et surtout chez Brian De Palma, ou alors, pourquoi on blâmerait Carpenter de s'inspirer de Black Christmas, mais pas dire qu'il s'est inspiré de Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper, qui est également sorti en 74. Enfin, vous voyez très bien où je veux en venir, finalement. Le cinéma, et l'art en général, c'est un milieu qui est toujours rempli d'inspiration, et jouer au jeu de l'œuf ou de la poule, finalement, ça viendra que plomber un film, et je trouve vraiment pas ça très constructif. C'est intéressant, mais le faire seulement pour de la méchanceté, je trouve ça extrêmement inutile. Parce que quand Halloween sort, il va devenir à son tour une source d'inspiration pour beaucoup d'autres réalisateurs qui vont créer à leur tour des slashers, qui vont reprendre les codes d'Halloween pour les adapter à leur sauce, avec plus ou moins de codes qui vont se rajouter au genre. Par exemple, le Vendredi 13 est considéré comme le film qui a posé le plus de clichés et qui s'y est le mieux tenu, pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs. Et finalement, Black Christmas gardera toujours ce statut de père du slasher, un film qui est fortement sympathique, que j'ai adoré regarder malgré ses défauts, et je ne pourrais jamais le remercier assez, lui et Halloween en fait, d'avoir inspiré des dizaines de cinéastes pour créer certains de mes antagonistes de films préférés. Very naughty, Miss Campbell. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu, écrivez en commentaire le nom d'une œuvre dont vous voulez que je parle dans une prochaine vidéo, et surtout, parlez de l'émission autour de vous. Sur ce, je vous laisse, je retourne fouiller ma caverne.